On dit tout le temps, bon, avoir l'esprit scientifique, c'est avoir l'esprit critique, et en même temps, on a l'impression que cet esprit critique, il devrait s'arrêter devant la science elle-même. La relative inaction de la communauté scientifique face aux enjeux climatiques se justifie par, cet idéal de neutralité. L'idéal de neutralité sert ainsi à hiérarchiser les sciences, autour de l'idée que s'engager, ce serait forcément faire de la mauvaise science. L'épistémologie féministe, c'est l'étude des manières dont le genre devrait influencer la production du savoir, avec un double objectif, promouvoir une meilleure science, plus objective, mais aussi une science émancipatrice. En gros, nous gagnons d'autant plus en objectivité que l'on renonce à la neutralité. L'invitée d'aujourd'hui est Marlène Jouan, enseignante-chercheuse en philosophie morale, sociale et études de genre. Dans cette conférence, elle nous parlera de ce qu'on entend par neutralité scientifique, puis en quoi cet idéal est critiquable. Elle proposera ensuite une conception alternative de l'objectivité grâce à l'épistémologie féministe qui questionne le choix de nos valeurs en sciences. Vous avez peut-être suivi l'année dernière la conférence de Gabrielle Boulot, à laquelle je fais référence parce que s'y posait en fait déjà la question de savoir si la science peut être neutre. Et je vais partir du même exemple qu'elle, pour l'emmener cependant dans une direction différente, qui est propre à ma discipline, donc la philosophie, et en particulier à l'éthique de la recherche, puisque c'est depuis cette spécialité-là que je vous parle. Alors l'exemple, c'est celui d'une expérience conduite par un psychologue américain, donc Robert Rosenthal, auprès de ses étudiants à l'université, à qui il demande d'évaluer la capacité de rats à passer des tests de labyrinthe, un protocole tout à fait classique. Alors tous les rats proviennent de l'animalerie la plus proche, mais pour ces étudiants, Rosenthal les répartit en deux groupes. L'un des groupes est présenté comme composé de rats issus de lignées ayant été soigneusement sélectionnés sur le critère de réussite à ces tests du labyrinthe, et les rats du deuxième groupe sont présentés comme étant des rats normaux. Or, les performances des deux groupes de rats sont radicalement différentes. Les rats qui étaient déjà catégorisés comme brillants se révèlent bien meilleurs que les rats ordinaires et a priori médiocres. Et Rosenthal en conclut que les étudiants ont traité leurs rats différemment en fonction de ce qu'ils en pensaient, c'est-à-dire avec plus d'empathie et d'attention pour les rats du premier groupe, ce traitement distinct expliquant le différentiel de performance entre les deux groupes. Alors, on a ici une illustration claire du fait que l'observateur, donc ici c'est ces dispositions affectives et cognitives envers les sujets de l'expérience, l'observateur peut introduire des biais dans les résultats obtenus. Et dans le prolongement de l'article de Rosenthal, qui est paru en 1960, de nombreux travaux en éthologie vont vérifier que ce qui est connu d'un objet, ici les animaux, dépend de la perspective du sujet de la connaissance. Alors, tel que le présentait Gabrielle Boulot, l'exemple pose ainsi les prémices de l'idée selon laquelle la connaissance est située, c'est-à-dire, alors je la cite, elle garde la marque des personnes qui l'ont construite, y compris de la place qu'elles occupent dans la société, de la façon dont elles ont été formées et éduquées, ce qui est une façon de dire que la connaissance n'est pas neutre. Alors, tel que le présente quelqu'un d'autre, c'est-à-dire une philosophe belge que vous connaissez peut-être de nom, Vinciane Desprez, le même exemple s'insère cependant dans une toute autre histoire, d'après laquelle la connaissance doit être neutre. Alors, je la cite, le problème de Rosenthal, en fait, c'est celui de la généralisation en sciences. Ce qui vaut comme hypothèse pour un rat doit valoir pour tous les rats, et pour ce faire, il faut garantir la similarité absolue des circonstances. Rosenthal va donc traquer les sources de la variation. Il veut uniformiser les expérimentateurs en exigeant plus de neutralité ou plus d'indifférence. Il faudrait, pour garder le contrôle et l'objectivité, idéalement éliminer tout contact entre les humains et ceux qu'ils interrogent et remplacer les premiers par des automates. Seuls des expérimentateurs absolument neutres ou indifférents peuvent garantir des rats tout aussi neutres, des rats indifférents quant à la façon dont ils sont traités. Alors cette même histoire, selon laquelle la connaissance doit être neutre, elle peut s'illustrer par un autre exemple, toujours en éthologie, c'est ce qu'on appelle la méthode d'habituation en primatologie, une méthode qui est censée permettre de s'approcher au plus près des animaux pour mieux les observer tels qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire tels qu'ils seraient en l'absence d'observateurs. Et lorsqu'elle réussit, l'habituation décrit en effet l'acceptation par les animaux sauvages
l'acceptation de l'observateur humain comme un élément neutre de leur environnement. Alors mettons neutre comme un rocher. Et à ce titre, l'observateur n'entraînerait aucune variation dans le comportement des animaux. Cette méthode réussit cependant rarement et toujours difficilement, parce que les efforts de l'observateur pour se rendre invisible aux yeux des babouins conduisent ces derniers à se tenir à une distance suffisante pour ne pas pouvoir être observés. Donc ça les conduit en fait à refuser le minimum de coopération nécessaire pour rendre l'observation possible. Et comme le commente à nouveau Desprez, la posture de neutralité se révèle en fait ici illusoire. Ignorer les indices sociaux, comme le fait l'observateur qui, pour ne pas être vu, s'interdit de répondre au regard des babouins, ignorer les indices sociaux, c'est tout sauf être neutre. C'est-à-dire qu'ici, l'artefact de l'indifférence n'est pas innocent, mais fait une différence. Alors, cette histoire alternative qui est proposée par Desprez, donc selon laquelle l'objectivité des connaissances est indissociable de leur neutralité, eh bien, c'est ni plus ni moins que celle de la science moderne, née au XVIIe siècle, science moderne par laquelle s'institue un grand partage, alors je reprends l'expression classique à Bruno Latour, un grand partage entre la science d'un côté et l'opinion de l'autre, opinion morale, politique, religieuse ou philosophique. Donc l'avènement de cette science moderne au XVIIe siècle, donc elle a pour emblème la lunette astronomique et le plan incliné de Galilée, grâce auquel on va distinguer deux lectures de la nature, bon ici du mouvement des corps célestes et du mouvement des corps graves. Hein. D'une part, la lecture produite sous l'autorité de l'observation et de l'expérience, conjointe à l'abstraction mathématique, la lecture de Galilée, et d'autre part, celle produite sous l'autorité des Écritures, donc de la religion, qui est une lecture qui est renvoyée du côté de la simple fiction et disqualifiée à ce titre. Alors, moins connu, un autre dispositif peut être convoqué, qui nous emmène cette fois en Angleterre, c'est celui de la pompe à air, mise au point en 1960 par le physicien Robert Boyle, qui était opposé au philosophe Thomas Hobbes dans une controverse entre tenants et adversaires de l'existence du vide dans la nature. Ce qui est en jeu avec ce dispositif, c'est en effet aussi la production et la validation des faits en tant que reflet de la nature, condition pour qu'ils soient acceptés comme des ressources objectivantes, donc comme des fondements légitimes, voire incontestables, de la connaissance. Alors l'instrument lui-même, la pompe à air, hein, qui est techniquement imparfait et qui à l'époque rencontre des problèmes de reproductibilité, ne suffit pas pour cela. Alors, il atteste que la perception naturelle doit être complétée et corrigée par l'artefact technologique, mais son usage doit s'accompagner d'un compte-rendu d'expérience dont le style ou la rhétorique supprime toute marque de la présence et de la subjectivité de l'observateur. C'est-à-dire, les comptes rendus d'expérience de Boyle effacent en fait l'observateur en tant qu'auteur, en sens usuel du terme, quelqu'un dont on peut dresser le portrait. Dépersonnalisé, anonymisé, l'observateur ou l'expérimentateur se réduit au statut de greffier ou de ventriloque de la nature, un statut qui doit permettre à quiconque ne pouvant pas assister directement à l'expérience de reconnaître l'existence du fait comme donné et non pas comme fait, c'est-à-dire comme ayant été établi par les hommes, et à ce titre comme étant contingent, situable. Le scientifique peut ainsi affirmer « ce n'est pas moi qui dis ceci, c'est la machine ». En philosophie, cette conception d'une science neutre par contraste avec l'opinion a été formulée comme exigeant, selon une formule du philosophe Thomas Nagel, comme exigeant l'adoption d'un point de vue de nulle part. C'est-à-dire un point de vue en dehors de tout point de vue, aussi bien le point de vue subjectif ou personnel du chercheur, hein, que le point de vue du contexte social et culturel dans lequel travaille le chercheur. Ce serait finalement le point de vue que Dieu occuperait s'il existait, et Donna Haraway, dont je reparlerai un petit peu plus loin, en parle de fait comme d'un truc divin, en voulant dire par là que le scientifique se prend alors pour Dieu. Les connaissances susceptibles d'être produites depuis un tel point de vue, transcendant, seraient idéalement objectives, parce que privées de toutes les déterminations, de toutes les qualités, qui, en rendant la connaissance simplement humaine, la rendraient également partiale, voire partielle, en un mot, biaisée. Alors, c'est cette exigence, d'un point de vue d'une part, que je voudrais aujourd'hui déconstruire avec vous, une exigence qui lie si étroitement la quête d'objectivité et l'idéal de neutralité, que la critique de cet idéal paraît logiquement conduire à renoncer à l'objectivité, et donc à ce qui fait la singularité et la valeur de la science comparée aux simples fictions auxquelles nous sommes par ailleurs exposés. Donc, est-ce que c'est bien le respect de l'idéal de neutralité qui permet de discriminer la bonne science de la mauvaise science ?
et des discours alternatifs, littérature, propagande, religion, qui prétendent aussi représenter quelque chose du monde tel qu'il est. Autrement dit, est-ce bien le respect de l'idéal de neutralité qui justifie l'autorité épistémique dont jouit généralement la science face à d'autres modes de production du savoir, ce que pensent quand même beaucoup de gens aujourd'hui encore? Ou bien, l'idéal de neutralité ne permet-il pas plutôt d'exonérer la science de ses responsabilités à l'égard du cours du monde, en la situant hors d'atteinte des critiques et en traçant autour d'elle un cercle de parfaite immunité, comme le défendait donc déjà en 2001 le physicien Gérard Toulouse. Alors, je vais démarrer avec une mise au point sur ce qu'on entend par neutralité en sciences. Alors, j'ai illustré cette première partie par la couverture d'un ouvrage de Max Weber, un sociologue allemand qui constitue une référence incontournable dans n'importe quel débat sur la neutralité. Parmi les significations de la neutralité dans le langage courant, donc celle qui est pertinente pour nous renvoie à l'absence de parti pris dans une situation potentielle de conflit ou de désaccord. On s'abstient, on ne se prononce pas, on suspend son jugement, on ne privilégie pas un camp ou une position plutôt qu'un autre. Or, on ne peut pas prendre parti indépendamment de toute référence ou de toute adhésion à certaines valeurs, c'est-à-dire à des préférences relatives au bien et au juste, à ce qui doit être ou à ce qui est mieux. La neutralité scientifique est donc souvent qualifiée de neutralité axiologique, tout simplement parce que le terme grec pour dire valeur, c'est axia, qui sont une expression qui est traduite par l'allemand Wertfreiheit, ou qu'on retrouve dans l'anglais value freeness, et à chaque fois, on entend par là l'absence de valeur ou l'absence de jugement de valeur. Alors, comme l'explique Aurélien Berland, qui est aussi un philosophe, dans un article récent, la neutralité ainsi caractérisée place la science, d'une part, hors de la sphère conflictuelle des passions et des intérêts qui font loi ailleurs, notamment en politique, et d'autre part, à l'abri des évaluations morales, donc en termes de bien et de mal, auxquelles nous soumettons d'ordinaire les activités et les productions humaines. Alors, je vais préciser un peu ces deux significations que l'on peut grossièrement schématiser de la façon suivante. La société, d'un côté, représente une menace pour la science, ou l'influence de la société représenterait une menace pour la science, et de l'autre, la science devrait être indifférente, à la société. Donc la première implication, côté menace, est en fait au cœur de l'invention des sciences modernes que j'ai introduite là tout à l'heure, puisque cette invention implique l'exercice d'une rationalité étrangère à tout partisan ou à toute conviction idéologique. Il s'agit en fait de légitimer ce qu'on appelle l'autonomie de la science au XVIIe siècle, qui n'est pas encore institutionnalisée, et qui exige de laisser à la porte du laboratoire tous ceux qui ne se plieraient pas aux règles permettant de s'approcher du vrai. Cette revendication d'autonomie, elle anime les réflexions pionnières du sociologue américain Robert King-Merton. Si vous vous intéressez un peu aux questions d'intégrité scientifique, vous avez peut-être déjà rencontré son nom. Vous avez pu en entendre parler notamment sous l'acronyme QDOS, et par là sont regroupées les normes et les valeurs qui sont censées gouverner la conduite des chercheurs, qui ont pour fonction de produire des connaissances objectives universellement valides. Son analyse de ces normes et de ces valeurs s'inscrit clairement dans l'horizon d'une défense des démocraties occidentales face à l'extension du fascisme en Europe et à la menace du totalitarisme incarné alors par l'Union soviétique. Le régime nazi est ainsi voué à générer de la mauvaise science, puisque les critères de la validité et du mérite scientifique y sont politiquement imposés. On peut penser aussi, pour un exemple plus précis, à l'affaire Lysenko, du nom de cet agronome ukrainien qui, dans l'objectif de décupler les rendements de l'agriculture soviétique, a nié les mécanismes génétiques de l'hérédité mis en évidence par Mendel dès 1865. Alors, au début du XXe siècle, le lysenkisme n'existe plus peut-être sous sa forme originale, mais il est encore cité comme le prototype de la perversion de la science par l'idéologie et par le politique, illustré aux États-Unis, par exemple, par les tentatives de l'administration Bush pour empêcher la recherche sur les cellules souches ou pour faire relever les niveaux de plomb acceptables dans l'eau. Autre exemple de l'actualité du lysenkisme, c'est de lui qu'on a parlé pour accueillir la création en 2013 au CNRS d'une mission Science citoyenne animée par le biologiste Mark Lipinski ce qu'il distingue, c'est qu'il était par ailleurs conseiller régional Europe Écologie Les Verts en Île-de-France. Et alors que cette mission Sciences et Société du CNRS avait pour but de réfléchir
au dialogue et aux modalités de partenariat entre le monde de la recherche et puis la société non marchande, le monde associatif, eh bien, elle a été accusée par l'Association française pour l'information scientifique, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte de gardienne du rationalisme neutre. Elle a été accusée d'imposer à la science de soutenir un effort politique et d'engager le CNRS dans l'action militante. Alors, par contraste, une bonne science est, selon l'expression de Merton, une science pure, possible là où l'institution scientifique est suffisamment autonome à l'égard des pouvoirs en place et sécurisée contre leurs intrusions inopportunes. J'en viens à la deuxième implication de l'idée de neutralité en science, donc côté indifférence de la science à l'égard de la société. C'est l'idée que la science serait au-delà du bien et du mal. Donc on reconnaît que la science peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. On reconnaît donc qu'une réflexion éthique est pertinente à l'endroit des usages des connaissances générées par la science, mais cette réflexion n'a pas à être menée par les scientifiques eux-mêmes et elle ne doit pas non plus les prendre pour cible. Les mauvais usages en particulier, ce qui pourrait amener à douter de l'utilité de la science, ou à remettre en cause certains progrès auxquels elle est censée contribuer, eh bien, ne leur sont pas imputables et ils n'ont pas à en rendre compte. Alors ici, on peut introduire une distinction classique entre deux valeurs de la science. Sa valeur intrinsèque d'une part, qui en fait un bien en soi, et qui la soustrait à toute justification fondée sur sa pertinence pratique, et puis de l'autre côté, sa valeur instrumentale, dans laquelle la science a pour mission de servir le bien commun et de permettre à toutes et tous de vivre mieux. La neutralité implique alors d'adhérer sans réserve à la valeur intrinsèque de la science, de considérer qu'elle est supérieure à sa valeur instrumentale, voire de considérer que la science est légitimement complètement indifférente à la valeur instrumentale de la science. Son modèle, c'est celui des vraies mathématiques, telles que les concevait le mathématicien Hardy. Alors les vraies mathématiques, c'est plus ou moins ce qu'on entend plus familièrement par mathématiques pures. En raison de leur absence d'utilité, elles se prêteraient à des jugements éventuellement de valeur, des jugements de valeur esthétique, mais seraient moralement innocentes par définition. Alors si on cherche à formuler cela dans les termes classiques de la philosophie morale, on dira que selon cette déclinaison de la neutralité, la science échappe à une évaluation conséquentialiste de nos actions. Alors, je ne sais pas si je vais être très clair sur ce que ça veut dire le conséquentialisme, mais d'après cette théorie morale, qui considère qu'il faut toujours maximiser le bien et minimiser le mal, eh bien nous sommes responsables non seulement des effets voulus de nos actes, mais aussi de leurs effets non intentionnels ou collatéraux. Pour autant, du moins qu'on puisse les prévoir, ça veut dire qu'il faut commencer par s'en soucier. Par ailleurs, toujours selon le conséquentialisme, nous sommes tout autant responsables de nos omissions que de nos actions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence morale significative entre le fait de mal agir volontairement et le fait de ne pas agir pour améliorer une situation alors qu'on le pourrait. Alors, je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié aux sciences, mais dans cette optique-là, s'abstenir délibérément de soutenir financièrement Oxfam sans invoquer une meilleure façon de dépenser notre argent, eh bien, est du même ordre qu'un meurtre. Donc, l'idée de neutralité des sciences implique qu'elle échappe à ce type d'évaluation et d'obligation. En revanche, force est de constater que la science n'échappe pas à une évaluation déontologiste de nos actions. Ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas totalement au-delà du bien et du mal. Depuis les procès des médecins nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la science doit en effet se plier au principe selon lequel la fin ne justifie pas tous les moyens. Et ce principe contraint fortement ce que les chercheurs sont autorisés à faire au sujet qu'ils recrutent pour tester leurs hypothèses. Donc, ça veut dire que la neutralité de la science n'est pas du tout incompatible avec le respect des valeurs constitutives de l'éthique de la recherche, valeurs qui ont été formalisées dans les années 70, d'abord à propos des sciences biomédicales, et puis elles ont ensuite été étendues au SHS. On pense classiquement à l'autonomie des sujets humains, qui se traduit par la nécessité de recueillir leur consentement libre et éclairé à une expérimentation. On peut aussi penser à une autre valeur, la bienfaisance, qui génère également, alors depuis moins longtemps, des obligations envers les animaux utilisés dans les tests. Il ne viendrait à personne aujourd'hui de contester cette subordination de la science à des valeurs morales universelles ou des droits fondamentaux au nom de la neutralité, alors que ces valeurs et ces droits viennent incontestablement limiter de l'extérieur le pouvoir d'agir de la science. Ce que la neutralité scientifique conteste, c'est une conception plus généreuse de l'éthique de la recherche. Cette conception plus généreuse
concerne non seulement ce qui peut se passer pendant le processus de recherche en termes de manipulation des ressources humaines et animales nécessaires, elle concerne aussi ce qui peut résulter des connaissances acquises dès lors qu'elles circulent en dehors de la communauté scientifique, et aussi ce qui peut d'ailleurs résulter des connaissances que l'on n'acquiert pas, parce qu'elles ne sont pas jugées intéressantes par la communauté scientifique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la science non faite, alors qu'elle pourrait se faire, voire devrait se faire, en raison de son importance pour la santé publique, par exemple. Pour bien comprendre ce qui sépare ici partisans et adversaires de la neutralité, j'ai retenu 2 textes que je ne vais pas lire, mais que vous pourrez retrouver facilement. Bon, le premier texte est une tribune rédigée par un théoricien américain de la littérature, et qui explique pourquoi les scientifiques habitent et doivent continuer à habiter une tour d'ivoire, c'est-à-dire pourquoi la tâche d'améliorer le monde n'est pas la leur. Et en face, vous avez donc un autre texte qu'on doit à un biochimiste et cancérologue américain, qui est extrait d'un article paru en 72, et ce texte revendique inversement l'existence d'un lien consubstantiel ou naturel entre la science et l'éthique, et ce lien implique que les chercheurs ne peuvent pas déléguer à d'autres leur responsabilité à l'égard du monde dans lequel nous vivons et vivrons demain. Et la question soulevée à la fin là, de cet extrait, qui est celle de savoir est-ce qu'un impératif d'action pour les scientifiques est compatible avec le respect des valeurs traditionnelles de la science, c'est-à-dire avec les valeurs qui promeuvent l'objectivité des connaissances, cette question, c'est évidemment la question cruciale. Il ne vous aura sans doute pas échappé que cet appel-là à la responsabilité des sciences, c'est un appel qui s'est fait beaucoup entendre ces dernières années et même ces derniers mois, sous l'effet d'une crise ou d'une urgence écologique dont il n'est plus permis de douter, mais qui reste encore très peu investie par les pouvoirs publics. Alors, si l'on reprend la distinction que j'ai posée tout à l'heure, ce sont des appels à mobiliser la valeur instrumentale de la science au regard des enjeux d'une situation environnementale qui, n'étant pas transitoire et apparaissant de moins en moins réversible, convoque désormais le concept d'anthropocène. Alors ici, j'ai illustré avec la couverture d'un ouvrage qu'on doit à un historien américain, Howard Zinn, qui est un ancien combattant de l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, acteur du mouvement des droits civiques aux États-Unis et éditeur d'un volume des Pentagon Papers sur la guerre au Vietnam. Bref, un historien engagé s'il en est. Et on lui doit en particulier un ouvrage très connu qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis et qui offre en fait une contre-histoire des États-Unis à rebours des grands mythes américains, la guerre d'indépendance, la conquête de l'Ouest ou le développement du capitalisme. C'est son autobiographie de 30 ans d'activisme à l'université et en dehors, et il a été traduit en français en 2013 sous le titre « L'impossible neutralité ». Donc je reviens aux appels là contemporains, à la responsabilité des sciences. Donc ce sont des appels qui sont lancés par des collectifs de chercheurs et de chercheuses, parfois d'étudiants, qui encouragent à l'échelle nationale ou locale des modes d'action plus ou moins radicaux, et qui sont accompagnés de témoignages de reconversions individuelles, révélant que la question de l'engagement est quand même de moins en moins une question taboue. Ces appels remettent tous en cause la neutralité de la science, à la fois sur un plan descriptif, la neutralité n'existe pas et n'a jamais existé, c'est une fiction, et sur un plan normatif, la neutralité n'est pas souhaitable, mais au contraire foncièrement pathogène ou toxique. Et corrélativement, ces appels défendent l'absence de frontières, ou du moins la porosité de la frontière, entre la science d'un côté et le politique de l'autre, donc entre l'activité dédiée à l'augmentation du savoir rationnel, la science, et l'activité dédiée à l'organisation de la vie en commun, le politique. Le plus marquant, c'est que ces appels sont désormais relayés et portés par des institutions de la recherche. 2 avis récents du COMETS qui portent sur ces questions d'engagement et de neutralité, et puis aussi le comité éthique en commun, dont l'avis publié en octobre 2023 rassemble en fait les thématiques et les préoccupations traitées séparément par le COMETS. Alors dans cette partie de la conférence, là je vais faire en fait plusieurs commentaires sur cette mobilisation contre la neutralité, en commençant par revenir sur quelques précédents. Alors, dans le débat public aujourd'hui, l'évocation de la neutralité scientifique est en fait souvent dirigée contre les sciences humaines et sociales. Alors spécialement contre les SHS dites critiques, et on entend par là en fait des programmes de recherche qui n'entendent pas seulement décrire le monde tel qu'il est,
mais qui visent aussi à rendre ce monde un peu meilleur. Donc des programmes de recherche qui considèrent que les questions de fait et les questions de justice, en fait, sont étroitement mêlées. Le problème des valeurs engagées dans la recherche, donc des prises de parti en faveur d'une certaine vision du monde, est alors soulevé de façon à jeter le doute sur la scientificité des SHS. Par contraste avec les sciences naturelles ou les sciences formelles, les SHS souffriraient congénitalement, en quelque sorte, d'un manque d'objectivité en raison de leur contamination par des enjeux externes à la science, en particulier des enjeux politiques. L'idéal de neutralité sert ainsi à hiérarchiser les sciences, autour de l'idée que s'engager, donc en se donnant pour objectif de contribuer à transformer le monde et pas seulement à accumuler des connaissances sur le monde, donc l'idée que s'engager, ce serait forcément faire de la mauvaise science. Alors même si ce qui se passe en SHS est un peu loin de vos préoccupations, vous avez forcément donc entendu parler de la dernière polémique en date autour de cette autre fiction qui est l'islamo-gauchisme, et où les universitaires en SHS ont été accusés par le gouvernement et quelques alliés du gouvernement chez les universitaires, à faire passer pour de la science ce qui ne serait qu'opinion et militantisme. Alors, je précise que l'enquête qui avait été à l'époque soi-disant commandée par Frédéric Vidal, l'enquête demandée au CNRS, n'a jamais eu lieu parce qu'en réalité, elle n'a jamais été demandée. Ce que, évidemment, certains regrettent, à l'instar de notre nouveau ministre de l'Enseignement et de la Recherche, qui est le co-auteur d'une proposition de résolution, donc déposée en avril dernier, tendant à la création d'une commission d'enquête relative à l'entrisme idéologique, etc., dans l'enseignement supérieur. Bon, en fait, il n'y a rien là de très étonnant. Comme l'a rappelé l'anthropologue Didier Fassin, dès lors qu'elle se montre critique de l'ordre social, alors ne serait-ce qu'en portant sur des sujets sensibles comme la prison, ou la police, les pouvoirs publics sont volontiers tentés de contrôler les sciences sociales. Ce qui doit nous interpeller, c'est que l'idéal de neutralité contribue fortement à légitimer un tel contrôle et à masquer ces enjeux politiques. Bon, maintenant, cette surexposition des SHS dans le débat public ne doit pas faire oublier qu'historiquement, la critique de la neutralité, elle a aussi été portée contre les sciences dures et par les sciences dures elles-mêmes. Le texte de Potter que j'ai cité tout à l'heure le montre. Et il y en aura bien d'autres relevant à la même époque, en France comme aux États-Unis, du mouvement d'autocritique des sciences qui cible les liens unissant scientifiques, militaires et industriels. Il s'agit alors de démystifier l'idée d'une science bonne et pure par nature qui ne serait qu'accidentellement dévoyée par de mauvaises applications. Alors on peut en fait même remonter un peu plus loin que les années 70, c'est-à-dire au manifeste Russell-Einstein, qui dénonçait en 1955 les dangers de la prolifération des armes nucléaires pour la survie de l'espèce humaine. Alors je cite juste le début du manifeste, donc guillemets, « Dans la situation où se trouve l'humanité, nous estimons que les hommes de science devraient se réunir en conférence pour prendre la mesure des périls créés par le développement d'armes de destruction massive et examiner un projet de résolution sur un règlement pacifique des conflits en cours. » La conférence en question a eu lieu au Canada en 1957 et elle a marqué les débuts du mouvement Pugwash sur la science et les affaires du monde. Alors, le manifeste, il illustre par excellence une forme d'engagement public des scientifiques qui s'investissent ouvertement au service d'une cause politique, celle de la paix, en mettant dans la balance leur statut et en interpellant la responsabilité de la communauté scientifique dans le devenir de l'humanité. Son objet, l'arme nucléaire, qui n'aurait pas été possible sans le travail de centaines de scientifiques, est cependant lui-même politique, puisqu'il s'agit d'un outil de distribution et d'expression des rapports de pouvoir, et ici pas n'importe lequel, le pouvoir de laisser vivre ou de faire mourir. Y consacrer ses recherches à cet objet-là, c'est donc, bon gré mal gré, se trouver engagé politiquement, quand bien même cet engagement serait maintenu dans les confins du laboratoire et demeurerait donc implicite au seul nom de la science. La critique contemporaine de la neutralité, qui vise également les sciences dures, reprend cette double dimension de l'engagement. Alors lors de la rencontre d'une rencontre intitulée « L'engagement des scientifiques en débat », donc c'est une rencontre qui a eu lieu en mai et qui en fait consistait en une présentation et une discussion publique des récents avis du COMETS et d'éthique en commun. Il y a clairement un consensus qui apparaît, c'est-à-dire qu'avant de se demander s'il faut choisir entre la neutralité et l'engagement, eh bien, il faut commencer par admettre que l'engagement est un fait, sans qu'il soit besoin pour cela de travailler sur un objet aussi évidemment politique que l'arme nucléaire,
ou, pour prendre un exemple plus actuel, la géo-ingénierie. Les chercheurs sont en effet d'ores et déjà engagés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, par le biais de l'organisation même de la recherche, et en particulier des moyens financiers et matériels nécessaires à la science telle qu'elle se fait au quotidien. Et récemment, je sais pas, vous connaissez peut-être cette petite émission, mais l'émission là, Avec Science sur France Culture m'a permis de découvrir un rapport tout à fait récent qui soulève les problèmes soulevés par le fait que la recherche publique dépend de toute façon aujourd'hui de plus en plus de financements privés, susceptibles d'orienter tant les questions de recherche, la construction des savoirs, que la présentation des résultats. Donc qu'on soit dans le public ou dans le privé, ces moyens financiers et matériels s'obtiennent de toute façon en répondant à des agendas économiques et politiques qui n'ont rien de neutre, d'autant moins qu'ils sont in fine par l'inévitable objectif de croissance auquel l'économie de la connaissance doit contribuer. Dans ces conditions, l'enjeu pour les chercheurs ne serait pas, comme le voudrait l'idéal de neutralité, de s'affranchir de leurs liens de dépendance avec le reste de la société, mais de reconstruire ces liens, et donc de se demander lucidement pour qui et pourquoi on s'engage. Alors sur le fond, le propos du coup, qui s'est tenu, qui ressortait de cette table ronde, est pas très éloigné de celui qu'on trouve sous la plume du philosophe Geoffroy de Lagagnerie, donc qui est pas ma tasse de thé par ailleurs spécialement, mais que je mentionne parce que justement c'est un intellectuel souvent catalogué à l'extrême gauche et c'est intéressant de voir que ses positions sont reprises aujourd'hui à un niveau institutionnel, voilà. Et en fait on trouve sous la plume de ce philosophe qui est fortement inspiré par en fait la critique de la neutralité qui est déjà exposée dans les années 30 par le philosophe allemand Max Horkheimer. On a cette idée qu'il n'y a pas d'un côté les chercheurs et les chercheuses engagés et de l'autre les chercheurs et les chercheuses non engagés ou neutres, hein. Il faut plutôt concevoir, je le cite, la fausse neutralité comme un engagement contre l'engagement, comme une dénégation de la situation d'engagement. Je voudrais m'arrêter sur le cas d'une discipline en particulier, les mathématiques, qui permettent d'anticiper l'objection classique selon laquelle la critique de la neutralité concerne à la recherche, à la rigueur la recherche dite appliquée, tandis que la recherche fondamentale serait épargnée. Il faut en effet savoir que depuis une dizaine d'années, la critique de la neutralité touche donc aussi les mathématiques, alors qu'auparavant, cette discipline jouissait d'un statut d'exception en éthique de la recherche au sens large, donc incluant la responsabilité sociale et environnementale des sciences et pas restreinte aux questions d'intégrité scientifique. Alors ici, il y a deux citations tout à fait parlantes. Je vais me contenter de la deuxième, que je résiste pas à citer en raison de son ton très suffisant, notamment. En mathématiques, la question de l'intégrité ne se pose guère et l'éthique ne pose pas de problème. Notre métier consiste à faire des choses vraies, absolument vraies. Une fois qu'un théorème est démontré, il est toujours bon, quel que soit le temps, le lieu ou la personne qui énonce, c'est agréable. On peut imaginer un mauvais usage des mathématiques, mais cela ne nous concerne pas. Par exemple, le cas des mathématiques financières est délicat. Si l'on fabrique des instruments qui marchent trop vite, leur utilisation peut avoir des résultats catastrophiques. Mais je crois que ces mathématiciens financiers diraient eux aussi qu'ils ne sont pas responsables. En mathématiques pures, la seule question est celle de la vérité. Sous-entendu, donc la vérité et non pas le bien ou le juste. Alors, tout le monde n'est cependant pas au plus de l'avis de Serre, hein, comme on peut le voir, voilà, à travers plusieurs exemples. Mon premier exemple, ce sera justement celui des mathématiques financières, dont la légitimité a été fortement ébranlée lors de la crise financière et puis économique de 2007-2008, en raison d'un usage abusif de la formule de la copule de Gauss, connue depuis sous le nom de formule qui a tué Wall Street. J'ai mis la figure de Benoît Mandelbrot, en arrière-plan, parce qu'en fait, ce mathématicien, dès le début des années 60, avait déjà montré que la formule de Gauss ne s'appliquait pas en fait, au monde de la finance, était complètement déconnecté des réalités du monde de la finance. Mais ces travaux, ont été sont restés globalement ignorés de la communauté économique. Alors, en réaction, à cette implication des mathématiques dans la crise, on pouvait imaginer l'alternative suivante. Que devraient faire les mathématiciens? Soit déserter le monde de la finance, soit confier à d'autres la tâche de le réguler. Et donc, face à cette alternative, l'idée a été défendue que les mathématiciens devraient présenter franchement les mathématiques financières comme une discipline centrée sur le concept de justice,
de façon à ne laisser aucune ambiguïté sur le fait que la finance prospère est une finance morale. Alors, je cite également, même si ça va... Enfin, moi, ça me fait sourire, je sais pas, mais la proposition d'un serment d'Hippocrate pour les mathématiques financières qui a été faite en 2009 par 2 ingénieurs en finance, en conclusion d'un manifeste qui est conçu par analogie avec le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui se retournent peut-être un peu dans leur tombe, mais bon, voilà, on retrouve cette idée là encore d'un serment d'Hippocrate. D'autres exemples se trouvent dans l'ouvrage de Cathy O'Neill, Algorithme, enfin je donne le titre français, là, Algorithme, la bombe à retardement. Donc O'Neill, elle est formée en maths pure, en géométrie algébrique, en arithmétique, et sa cible, ce sont les modèles mathématiques utilisés dans l'économie du big data, comme on dit aujourd'hui. Et l'avènement des big data signifie une implication donc des mathématiques inédites par son ampleur dans les affaires humaines, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, notamment lorsqu'elles servent à classer, à récompenser ou à éliminer des candidats à des emplois, des universités, des emprunts ou des assurances, ou encore à évaluer des enseignants ou la probabilité de récidive de criminels, sans que celles et ceux qui se retrouvent victimes des choix automatiquement et secrètement opérés pour eux puissent comprendre ce qui leur arrive. Et globalement, O'Neill montre que tous ces modèles mathématiques génèrent des injustices et creusent les inégalités qu'elles sont souvent censées résoudre. Et elle finit par interpeller directement ceux qui conçoivent ces modèles. Je la cite, « Par où devrait-on commencer si nous voulions réguler ces modèles mathématiques qui dirigent de plus en plus nos vies ? Ma suggestion serait de partir des modélisateurs eux-mêmes. À l'instar des médecins, les experts en données devraient prêter une sorte de serment d'Hippocrate axé sur les mauvais usages et les mauvaises interprétations de leurs modèles. » Je prends un dernier exemple, celui de la cryptographie. Depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013, tout le monde sait, enfin pas seulement les initiés, où tout le monde ne peut plus faire semblant de ne pas savoir, que les recherches menées dans cette science du secret peuvent servir aussi bien des programmes étatiques de surveillance de masse que la protection de nos vies privées, exposées dans nos appels téléphoniques ou nos messageries électroniques. Donc là comme ailleurs, la science ne se révèle pas tant ni bonne ni mauvaise qu'à la fois bonne et mauvaise, parce qu'elle est irrémédiablement prise dans des rapports de pouvoir qu'elle peut contribuer à renforcer ou au contraire à transformer. Alors pour Philippe Rogaway, qui est professeur donc de sciences informatiques à l'Université de Californie, cette ambivalence justifie que les membres de la communauté cryptographique orientent délibérément leurs travaux de façon à résoudre des problèmes socialement pertinents, et que, plutôt que de laisser faire, ils apportent auprès des gouvernements comme du grand public une vision normative de la façon dont leurs travaux devraient être utilisés. Alors, un point important, en fait, c'est que Rogaway vise spécialement les chercheurs qui, comme d'autres font de l'art pour l'art, eh bien, font de la crypto pour la crypto, c'est-à-dire abstraction faite de toute finalité commerciale ou sociopolitique. Et ne causant directement aucun mal, ces chercheurs ne se sentent pas interpellés par de quelconque responsabilité morale qu'ils auraient en tant que chercheurs. Alors, partagée au-delà de la seule communauté scientifique de cryptographique, cette position est peut-être la vôtre, enfin, elle est quand même celle de beaucoup de gens aujourd'hui, mais elle est de plus en plus prise à partie dans la littérature sur l'éthique de la recherche en mathématiques, qui remet en question l'inégale distribution du fardeau éthique entre d'un côté les mathématiques dites pures, celles des bâtisseurs de théorie, et de l'autre les maths appliquées, destinées à être exploitées par et pour d'autres que les mathématiciens eux-mêmes. Donc deux difficultés se présentent face à cette inégale distribution de la charge éthique. Première difficulté, c'est qu'il n'est pas du tout évident qu'il existe en fait un domaine des mathématiques pures inapplicable et donc de droit protégé contre tout effet négatif ou positif sur le monde. Alors j'avais cité tout à l'heure Godfrey Howard Hardy, le mathématicien britannique. On lui doit l'affirmation « Science is said to be useful if its development tends to accentuate the existing inequalities in the distribution of wealth or more directly promote the destruction of human life ». Alors dans ces conditions, l'absence d'utilité est inévitablement une vertu et un motif de bonne conscience morale. Ironie de l'histoire, les propres découvertes de Hardy en théorie des nombres, qui constituait sa spécialité et qu'il considérait comme la partie la plus pure des mathématiques, ont été mobilisées en génétique des populations, mais aussi en physique nucléaire et en thermodynamique. La théorie des nombres a également été utilisée pour casser la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années 80, dans la cryptographie dite RSA,
grâce à laquelle on peut effectuer des achats sur Internet sans trop risquer de se faire voler notre numéro de CB. Donc, leçon de l'histoire, qu'il soit impossible d'anticiper et de programmer les applications d'une recherche pure ou fondamentale ne signifie pas que cette recherche est vouée à demeurer dans le ciel des idées et à ne pas avoir d'effet dans le monde réel. Deuxième difficulté, voilà, de la séparation de la charge éthique entre maths pure ou recherche fondamentale et maths appliquée ou recherche appliquée plus généralement, c'est que le respect de l'impératif ne pas nuire, puisqu'après tout, là, les deux exemples d'application de la théorie des nombres sont pas forcément des exemples négatifs, d'application négative, mais le respect de l'impératif ne pas nuire, aux gens comme à l'environnement, pourrait ne pas suffire à immuniser les bâtisseurs de théorie, en maths comme ailleurs, de toute responsabilité. Après tout, leurs travaux sont, comme une partie de ceux de leurs collègues, financés sur fonds publics, et donc par la société, qui pourrait légitimement attendre davantage de la science, ne pas nuire certes, mais faire le bien, pourquoi pas. Et dans cette perspective, une recherche est une recherche qui contribue positivement à rendre le monde meilleur qu'il ne l'est, et pas seulement une recherche qui, au motif qu'elle est pure, n'aurait a priori pas de retombées sociales ou environnementales négatives. Et en fait, c'était là la position défendue par Alexandre Grothendieck dans la célèbre conférence qu'il a donnée en 1972 au Cairn, après avoir démissionné de l'Institut des hautes études scientifiques dont il avait appris le financement partiel par le ministère de la Défense. Je lis pas le texte qui est très facile à retrouver et très célèbre. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une troisième voie entre d'un côté la pratique de la recherche as usual et de l'autre la solution de retrait adoptée par Grothendieck. Troisième voie, c'est renoncer à l'idéal de neutralité. Alors, c'est la voie qui est encouragée par le COMETS dans son avis sur l'intégration des enjeux environnementaux à l'éthique de la recherche. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais c'est un avis qui défend une thèse forte. C'est-à-dire, il s'agit non seulement de limiter l'empreinte environnementale directe des pratiques de recherche au quotidien, pour participer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de s'interroger sur l'empreinte environnementale indirecte des sujets de recherche eux-mêmes. Et concrètement, ça revient de se demander si les sujets à impact environnemental négatif, bon, encore faut-il pouvoir peut-être mesurer cet impact, mais ne devraient pas être évités ou abandonnés, quand ceux qui, au contraire, auraient un impact environnemental positif seraient encouragés, ce qui veut dire financés. Alors, cette seconde direction est évidemment plus problématique que la première. Dans les termes de l'avis, que je cite, elle suscite ou ravive des tensions entre les personnels de la recherche sur l'ampleur et les modalités d'adaptation de leurs activités aux enjeux écologiques, et plus globalement sur les valeurs et les finalités de la recherche. Et pour appuyer sa position, le COMETS s'appuie notamment sur la notion de pratique de recherche responsable, notion selon laquelle la recherche ne doit pas être indifférente aux valeurs promues ou partagées dans la société dans laquelle elle s'exerce. Plus précisément, la recherche ne doit pas porter atteinte à ces valeurs dont l'environnement ferait aujourd'hui partie. On a là indéniablement un plaidoyer contre la neutralité axiologique. En même temps, vous serez peut-être aperçu, si vous l'avez lu, que l'avis lisse ou minimise les enjeux de ce plaidoyer, qui sont soigneusement contenus dans un registre éthique qui échapperait à toute collusion avec le politique, et donc à la conflictualité qui en est constitutive. Et je le précise parce qu'en politique, en effet, c'est-à-dire cette sphère des activités humaines qui est concernée par ce qui dans nos sociétés est juste ou injuste, l'homogénéité des opinions, l'absence de désaccord est en effet plutôt mauvais signe. Le signe d'un manque de démocratie ou de l'absence de voix de celles et ceux qui auraient le plus à y redire, en gros. Alors j'en veux pour preuve le consensus dont ferait l'objet la valeur environnement, un consensus qui paraît davantage fabriqué ou présupposé dans la vie lui-même que constaté, sans quoi on ne serait peut-être pas là où nous en sommes. Et je vous propose d'imaginer ici une petite substitution, c'est-à-dire celle de la valeur environnement, par la valeur justice sociale, qui est au cœur du débat récurrent sur l'objectivité des SHS dont je parlais tout à l'heure, et c'est un débat là qui ne fait pas mystère de ces enjeux politiques. La substitution ne paraît pas incongrue. Ainsi, pour le COMETS, la recherche scientifique doit, je cite, s'inscrire, c'est la fin de la citation, dans un contexte social marqué par la crise environnementale et accompagner la société dans les défis et transformations requis. Ne pourrait-on pas en dire autant d'un contexte social marqué par l'injustice et l'inégalité ? Alors, pour illustrer cette hypothèse, c'est un extrait qui est formulé sous forme de question et qui fait suite à une série d'exemples empruntés aussi bien à la psychologie qu'à la biologie,
à l'histoire, à l'économie ou à la médecine. Série d'exemples montrant que la science a beaucoup œuvré à légitimer et donc à perpétuer la position subordonnée des femmes dans la société. Autrement dit, qu'elle a régulièrement produit des savoirs sexistes, reproduisant les préjugés les plus ordinaires sur les relations entre hommes et femmes et naturalisant les différences entre les uns et les autres, telles qu'elles apparaissent en société. Voilà, que peut-on faire pour changer cette situation ? Par exemple, voilà, est-ce que la recherche qui bénéficie aux femmes devrait être priorisée, si bien que les scientifiques seraient encouragés à s'intéresser à ces questions, tandis que la recherche qui néglige les intérêts et les besoins des femmes serait dépriorisée, voire interdite. Donc, ce sont les mêmes questions que celles qui sont posées par le COMETS, en fait, à propos des enjeux environnementaux. Mais il est évident ici que, vous voyez, la substitution de la valeur justice sociale à la valeur environnement entraîne un passage de l'éthique au politique. Et ce faisant, elle révèle, en fait, la nature profondément contestée, plutôt que consensuelle, de cette valeur environnement. La question de savoir dans quel monde nous voulons vivre, quel monde nous voulons laisser aux générations futures, ce n'est pas une question qui fait l'unanimité. C'est en ce sens-là que c'est une question politique. Bon, juste une remarque, il ne faudrait pas croire, à partir de ce que je viens de vous dire, que l'idéal de neutralité ferait aujourd'hui l'objet d'un rejet unanime, ou même seulement majoritaire, au sein de la communauté scientifique. Quelques chiffres le montrent, dont ceux de cette enquête qui a été réalisée à la fin de la Covid, où en fait les scientifiques préfèrent ne pas exprimer leurs opinions dans l'espace public, même s'ils pensent que la science doit servir la société ou contribuer à changer le monde. L'idée, c'est qu'il y a encore une majorité de scientifiques qui pensent que ce type de motivation doit rester de l'ordre du privé. Voilà. Et une autre enquête qui montre cette fois que la relative inaction de la communauté scientifique face aux enjeux climatiques, malgré de plus en plus d'incitations, se justifie notamment par cet idéal de neutralité. La mise en œuvre, je cite, de mesures d'ampleur contreviendrait au devoir de neutralité des scientifiques et manifestement, beaucoup le pensent encore. Alors, il y a donc encore aujourd'hui une résistance de la communauté scientifique à l'engagement. Et l'hypothèse qui va me guider maintenant, c'est que si on veut désamorcer cette résistance à l'engagement, l'argument de la neutralité gagne à être analysé sur un plan épistémologique. Alors, l'épistémologie, je rappelle que c'est l'étude des conditions de production et de validation des connaissances scientifiques, donc l'étude des conditions et des processus d'établissement du vrai, par contraste avec le faux, d'établissement du savoir, par contraste avec l'opinion. Et donc il s'agit là de plonger dans le cœur cognitif du processus de recherche, plutôt que de se situer soit simplement en amont, par exemple du côté des financements, ou en aval, du côté des retombées ou des usages des connaissances. Et pour cela, il va falloir faire un peu de philosophie des sciences, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce qui est en jeu, c'est ce que la neutralité, ou son absence, font à l'objectivité visée par la science, sans laquelle on ne comprendrait ni ce qu'est la science, ni sa place singulière dans la société. Mais en quoi consiste exactement cette objectivité ? Comment s'obtient-elle ? Si nous sommes encore si attachés à la neutralité, c'est peut-être que la conception dominante de l'objectivité est naïve, erronée, fourvoyante, au point de devoir être assez radicalement remaniée. Et comme on doit assez largement ce remaniement à des chercheuses féministes, l'excursion que je vous propose en épistémologie et en philosophie de science sera, pas exclusivement, mais surtout une excursion dans le champ de l'épistémologie féministe et de la philosophie féministe des sciences. Petite remarque pour écarter des malentendus qui pourraient vous rendre sourds à ce qui va suivre. Première remarque, attention, on ne cherche pas dans ce champ-là à défendre l'idée qu'il y aurait par nature des façons féminines de faire science, par contraste avec des façons masculines, et puis ni que les premières seraient supérieures aux secondes. L'épistémologie féministe, c'est l'étude des manières dont le genre, donc c'est-à-dire les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans la société, influence et devrait influencer la production du savoir, depuis nos conceptions mêmes du savoir jusqu'à nos pratiques d'acquisition du savoir, nos méthodes d'enquête et de justification, en passant par l'identification des sujets et des objets légitimes de l'enquête. Avec un double objectif, promouvoir une meilleure science, plus objective,
mais aussi une science émancipatrice servant les intérêts des plus désavantagés dans la société. Donc par définition, c'est une épistémologie engagée. Deuxième remarque, la focale est évidemment initialement sur le genre et sur les femmes. Mais la portée de l'épistémologie féministe, qui est née au début des années 80, est en fait beaucoup plus large, si bien que plus personne aujourd'hui, en philosophie des sciences, ne peut se permettre d'ignorer sa contribution. Donc c'est plus du tout une épistémologie de niche réservée aux seuls féministes. On peut même dire que l'épistémologie féministe a inversé la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce sont désormais les avocats de la neutralité qui doivent démontrer que leur conception de la science et de l'objectivité, autrefois dominante, n'est pas absurde ou incohérente, irréaliste, même dangereuse. Je veux dire, souvent, la question de la neutralité, en fait, elle est discutée de façon assez restreinte. C'est-à-dire qu'on se préoccupe surtout de ce qui se passe en amont et en aval du processus de recherche. Donc en aval, on va s'interroger justement sur, par exemple, sur le droit donc des chercheurs à défendre leurs convictions personnelles dans l'espace public. Et une partie de la prise en charge institutionnelle de la question de la neutralité se situe sur ce terrain où la question de l'engagement est une question de déontologie. En gros. De l'autre côté, on constate que on ne peut pas faire l'économie, pour comprendre le développement des sciences et des pratiques effectives de recherche, de contingences culturelles et personnelles qui comprennent ce qu'on appelle des valeurs contextuelles. Ce sont toutes les valeurs qui relèvent du milieu culturel, social, politique et économique au sein duquel la science se fait ou ne se fait pas. C'est l'influence de ces valeurs qui autorise à dire, comme on l'a déjà vu, que le chercheur est immergé dans les affaires du monde et qu'il est donc engagé, y compris à son corps défendant. Donc voilà, on s'interroge donc sur la neutralité en amont et en aval, du processus de recherche lui-même. Et grossièrement, en passant, en fait, c'était là la position défendue par le sociologue allemand Max Weber, qui disait que le chercheur avait en effet rapport aux valeurs en amont et en aval. Mais être weberien, du coup, sur ces deux aspects, ne menace pas, en fait, essentiellement l'idée que l'objectivité des connaissances dépend de leur neutralité. On peut en effet s'abriter, pour défendre cette idée, derrière une distinction entre d'un côté le contexte de découverte des théories scientifiques et de l'autre le contexte de justification, une distinction qu'on doit à un philosophe allemand, Hans Reichenbach. Et d'après cette distinction, les valeurs contextuelles concernent certes la science comme institution, de même que le chercheur en tant qu'individu, dont elles orientent les intérêts, mais elles n'atteignent pas la science en tant que contenu de savoir, c'est-à-dire les relations entre les faits et les énoncés à leurs propos. Les valeurs contextuelles interviennent préalablement au processus d'administration de la preuve, qui mène à l'acceptation des théories et des hypothèses scientifiques, mais pas au sein même de ces processus, qui doivent demeurer value-free, indépendants à l'égard de tout jugement de valeur. Alors, ça n'empêche pas de constater que la pratique scientifique est parfois infectée par des valeurs sociales et culturelles. Et un tel constat est assez commun, puisqu'on trouve plusieurs exemples dans l'histoire des sciences de théories qui ont fait autorité, mais dont on a réalisé après coup qu'elles étaient biaisées par des valeurs contextuelles. Une fois ces valeurs remises en cause, les théories s'effondrent, faute de support empirique, à l'instar de la craniométrie, qui justifiait au XIXe siècle l'infériorité cognitive des femmes et des personnes non blanches. Mais l'idéal de neutralité axiologique n'apparaît pas fondamentalement remis en cause par ces exemples, qui pourraient au contraire parler en sa faveur. On peut se dire que justement, si les recherches en question n'avaient pas été influencées par les valeurs contextuelles de leur temps, alors ces théories n'auraient pas été acceptées. Eh bien, c'est cette interprétation, en fait, restrictive et uniquement négative du rôle des valeurs contextuelles qui fait l'objet de la critique de la neutralité épistémologique, et spécialement de la critique féministe, que je vais donc vous présenter. Alors, pour bien saisir le niveau où se place cette critique, il est utile d'avoir en tête un acquis fondamental en philosophie des sciences que personne ne remet en cause. Et en fait, cet acquis fondamental, c'est que notre conception spontanée de l'objectivité scientifique, comme fidélité aux faits, ne tient pas la route. C'est-à-dire que quand on dit que les énoncés scientifiques sont objectifs pour autant qu'ils décrivent correctement le monde, ou bien sont conformes à la réalité, on dit quelque chose qui a l'air évident, mais qui est pas loin d'être une bêtise. Et comprendre pourquoi c'est une bêtise, eh bien, c'est déjà se trouver dans des dispositions assez favorables
pour comprendre en quoi l'assimilation de l'objectivité à la neutralité pose problème. Alors pourquoi ? Eh bien, la réponse tient dans ce qu'on appelle la thèse de la sous-détermination empirique des théories scientifiques. Ça a l'air très compliqué comme ça. Ça veut juste dire que la validité d'une hypothèse ou d'une théorie scientifique n'est jamais totalement et seulement déterminée ou contrainte par des données d'observation ou d'expérience. Alors c'est une thèse qui remonte à un ouvrage publié en 1906 par le physicien français Pierre Duhem, et puis qui a ensuite été élargie par un philosophe américain Quine à tous les champs de l'enquête scientifique. Alors pour aujourd'hui, je vais la résumer dans ce qu'on appelle de gap argument. C'est un argument d'après lequel une hypothèse ne peut pas être confirmée ou falsifiée par des données empiriques, indépendamment d'un ensemble de croyances ou de présuppositions d'arrière-plan qui vont permettre de franchir le pont entre les données et l'hypothèse. Or, et on y vient, parmi ces croyances d'arrière-plan se trouvent des jugements de valeur, à l'œuvre aussi bien lorsqu'il s'agit de sélectionner les données pertinentes que lorsqu'il s'agit d'accepter une théorie scientifique plutôt qu'une autre avec laquelle, face aux mêmes données, elle est en concurrence. Et sur cette seule base déjà, on peut affirmer que l'image scientifique du monde n'est jamais une simple description de faits existant indépendamment de nous, mais la combinaison de faits et de jugements de valeur des scientifiques. Donc ça, c'est ce que tout le monde accepte ça aujourd'hui, en fait. L'idéal de neutralité est-il pour autant désavoué ? Pas encore. Pas encore, parce que tout dépend en fait du type de jugement de valeur qui va être requis pour faire le pont. On va reprendre ce schéma-là avec un exemple simple. On cherche à diagnostiquer la maladie d'une petite fille qui présente une éruption cutanée et intrabuccale. On peut faire l'hypothèse qu'elle a contracté la rougeole. Pourquoi considère-t-on que les symptômes que l'on observe signalent la présence du virus ? Parce qu'on sait que la rougeole, fréquente chez les enfants, est un virus qui cause des éruptions cutanées et intrabuccales. C'est ça notre connaissance d'arrière-plan. Si on retient cette hypothèse diagnostique, c'est alors parce qu'elle offre l'explication la plus simple et la plus raisonnable pour rendre compte des phénomènes observés. Plus simple et plus raisonnable que l'hypothèse d'une maladie auto-immune, beaucoup plus rare par exemple, ou que d'une exposition à des détergents chimiques maintenant. Et sans forcément nous en rendre compte, nous procédons donc ici à un jugement de valeur. Cette hypothèse, la rougeole, c'est l'explication la plus simple et la plus raisonnable pour le phénomène observé. En science, les jugements de valeur de ce type sont qualifiés de jugements de valeur épistémiques. Les valeurs qu'ils mobilisent, en principe consciemment, font partie du raisonnement scientifique lui-même. C'est pour ça qu'on dit que ces valeurs sont internes à la science ou constitutives de la science. On doit au philosophe Hilary Putnam notamment d'avoir montré que ces valeurs, qui permettent d'apprécier ce qu'est une bonne théorie d'un point de vue rationnel, ou de juger qu'une théorie est meilleure qu'une autre pour le même phénomène, ces valeurs sont indispensables dans la recherche de description correcte du monde. Parmi ces valeurs, on va trouver l'adéquation empirique, bien sûr, mais aussi la cohérence, la simplicité, la parcimonie, la portée, le pouvoir explicatif ou prédictif, etc. Quand on trouve du côté des valeurs non épistémiques ou contextuelles, externes à la science, la justice ou le bien-être, mais aussi le sexisme ou le racisme, par exemple, donc des valeurs éthiques ou politiques, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, ces valeurs épistémiques sont évidemment très intéressantes puisqu'elles montrent que la validation ou l'invalidation de jugements de fait procède d'après des critères normatifs. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire qu'un énoncé est scientifique uniquement s'il appartient à la catégorie des jugements de fait, qui disent ce qui est, séparé des jugements de valeur, qui disent ce qui devrait être par une cloison bien étanche. Par ailleurs, même si le poids des valeurs épistémiques est variable, j'en ai cité plusieurs, ce sont des valeurs qui sont universelles ou quasi universelles, et cette fois, ça montre que l'idée que les jugements de valeur seraient par définition subjectifs, corrupteurs de l'objectivité, est infondée. Et en fait, le rôle des valeurs épistémiques est accepté par tout le monde aujourd'hui, y compris par les avocats de la neutralité. Ce qui définit l'idéal de neutralité de nos jours, c'est en fait la distinction stricte entre d'un côté les valeurs épistémiques et de l'autre les valeurs non épistémiques, donc contextuelles, qui devraient quant à elles être exclues du raisonnement scientifique. Et c'est parce qu'ils satisfont cette distinction que les énoncés scientifiques pourraient être dits objectifs. Donc là c'est important parce qu'on comprend qu'en fait
La question n'est pas tant de savoir si les jugements de valeur peuvent légitimement intervenir dans le cœur cognitif de la science. C'est une question trop générale. Si on est sceptique envers l'idéal de neutralité, il s'agit plutôt de savoir si, la séparation absolue entre valeur épistémique et valeur contextuelle est tenable. Les scientifiques peuvent-ils réellement éliminer l'influence des valeurs contextuelles sur leur raisonnement, dans le recueil des preuves ou dans l'acceptation des théories? Deuxième question, il s'agit de savoir si la séparation absolue entre valeur épistémique d'un côté et valeur contextuelle de l'autre est recommandable. Les scientifiques devraient-ils systématiquement chercher à éliminer l'influence des valeurs contextuelles sur leur raisonnement? Une réponse négative à ces deux questions signifierait que la quête d'objectivité n'a pas besoin de satisfaire l'exigence de neutralité, et même qu'elle est entravée par cette exigence. Alors, l'une des premières remises en cause de cette exigence, donc c'est-à-dire la première remise en cause de l'imperméabilité de la bonne science à l'égard des valeurs contextuelles, provient d'un article qui date déjà de 1953, qui montre que les valeurs morales jouent un rôle non négligeable dans l'acceptation d'une hypothèse scientifique. Alors Richard Rudner, son auteur, illustrait l'argument par un cas de figure simple. Par hypothèse, l'ingrédient toxique qui fait partie de la composition d'un médicament n'est pas présent en quantité suffisamment importante pour présenter un risque létal. Pour accepter cette hypothèse, un chimiste ou un biologiste doit exiger un degré très élevé de confirmation ou de preuve empirique, étant donné que les conséquences d'une erreur seraient extrêmement graves. Le décès des personnes à qui on prescrit le médicament en raison d'effets secondaires jugés indûment insignifiants, ou le décès des personnes qui n'ont pas accès au médicament, qui a été jugé indûment dangereux. Or, c'est ce que défend Rudner, considérer que ces conséquences sont graves, c'est procéder à un jugement de valeur morale. Donc ne pas se contenter de jugements de valeur épistémiques. C'est mobiliser des valeurs contextuelles et pas seulement constitutives. Un autre exemple que je reprends à Sophie Quinton, certaines connaissent parmi vous, illustre le même argument. Il est cette fois issu de la science du climat, et plus précisément donc du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Une particularité de la contribution du premier groupe de travail du GIEC à ce rapport, qui est paru en 2021, est de reconnaître l'influence de valeurs sociales non seulement sur le choix de telle ou telle question de recherche, sur le choix de tel ou tel instrument de mesure, qui va refléter des priorités politiques et économiques, mais aussi sur le privilège accordé au cours même de la recherche à telle ou telle méthode de modélisation du changement climatique plutôt qu'à une autre. Il en va ainsi, je cite, des choix qui peuvent affecter la vraisemblance relative de fausses alarmes, surestimant la probabilité ou la magnitude des risques, versus les choix qui peuvent affecter la vraisemblance d'avertissements manqués, sous-estimant la probabilité ou la magnitude des risques. Les chercheurs peuvent choisir différentes méthodes selon l'erreur qu'il leur paraît le plus important d'éviter, un choix qui est susceptible de refléter des valeurs sociales. Et comme le souligne un commentaire du rapport, c'est l'article « The Value of Values in Climate Science », cette reconnaissance du rôle des valeurs sociales ou contextuelles au niveau le plus fondamental de la science du climat marque un écart significatif avec l'idéal traditionnel de neutralité scientifique. Elle pose aussi, bien évidemment, la question de savoir comment gérer ces valeurs, dont il semble impossible de se débarrasser purement, et simplement. Alors, comme je l'ai annoncé, c'est aux épistémologies féministes que l'on doit d'avoir pris cette question à bras-le-corps. Une science chargée en valeurs, value-laden, sous-entendu en valeurs contextuelles, et pas seulement en valeurs épistémiques, peut-elle être objective, et si oui, à quelles conditions? Donc, je vais ici vous donner quelques exemples, de produits en critique féministe des sciences et en philosophie féministe, qui s'est initialement consacré à la mise au jour des biais androcentrés et sexistes de la production scientifique dans de multiples domaines de recherche. Alors des biais qui sont explicables par une double absence des femmes en sciences, en tant que sujet de la connaissance, puisqu'historiquement elles sont exclues des lieux et des communautés où la science se fait, mais aussi en tant qu'objet de la connaissance, puisque traditionnellement les faits sont établis d'après un standard masculin, dont les caractéristiques sont présumées génériques, ou bien qui sert d'étalon de mesure pour le différent, c'est-à-dire le féminin. Alors, un exemple classique, c'est celui de la recherche sur les maladies cardiovasculaires. La sous-représentation des femmes dans les essais cliniques, en raison de critères d'éligibilité au protocole généralement discriminatoires, d'une sous-estimation de leur risque de contracter la maladie,
et d'une symptomatologie atypique par rapport au masculin, eh bien, a eu des conséquences importantes sur leur accès aux traitements adaptés, sur l'élaboration même de ces traitements, qui contribuent à expliquer, alors avec d'autres facteurs, mais pourquoi les femmes meurent aujourd'hui davantage que les hommes d'un infarctus du myocarde. Moins connu sans doute, un exemple analogue est celui de la recherche sur l'autisme, qui s'est longtemps appuyée sur une population de référence uniquement masculine, principalement en tout cas masculine, avec pour conséquence, là encore, un sous-diagnostic des filles et un déficit de prise en charge, donc les biais de recherche conduisent à des biais cliniques. Je tire un troisième exemple d'un ouvrage d'une philosophe américaine qui montre que, en s'appuyant sur les données empiriques relatives à la sexualité masculine, chez les humains comme chez les primates, et en présupposant que la sexualité féminine est analogue à la sexualité masculine, eh bien les scientifiques ont, dans la seconde moitié du XXe siècle, proposé plusieurs théories fonctionnelles de l'orgasme féminin. L'orgasme féminin serait, comme l'orgasme masculin, un trait biologique adaptatif, c'est-à-dire favorisant la reproduction. Or, les données empiriques concernant l'orgasme féminin, alors sans surprise moins nombreuses que celles concernant l'orgasme masculin, mais néanmoins robustes, ces données attestent que les femmes n'ont pas systématiquement, ni même régulièrement, d'orgasme pendant les rapports sexuels, et que lorsqu'elles en ont, c'est grâce à une stimulation clitoridienne et non grâce à la pénétration. Mettant au jour les failles donc de toutes les théories fonctionnelles qui ont cherché à expliquer l'orgasme féminin sur le modèle masculin, Lloyd en conclut que l'orgasme féminin n'a aucune fonction adaptative et just for fun. Et avec des conséquences personnelles et sociales importantes pour les femmes, puisque ne pas éprouver d'orgasme pendant un rapport sexuel ne dit rien de leur fertilité, et plus généralement, ce n'est le signe d'aucune anormalité ni infériorité. Dernier exemple, celui de la recherche en endocrinologie, et que je reprends à la philosophe Hélène Longino, qui est là aussi une référence assez incontournable dans ce débat. Donc ici, il s'agit d'étudier l'effet des hormones sexuelles, donc des androgènes versus des œstrogènes, sur la différenciation sexuelle entre hommes et femmes, cela à 3 niveaux, anatomique et physiologique, comportemental et puis cognitif. Alors, il faut savoir que le critère pour étudier les effets des hormones sur la cognition, c'est les compétences en mathématiques. Pour tous les niveaux, Longino montre que les données empiriques retenues pour démontrer l'effet des hormones sexuelles sur la différenciation entre hommes et femmes, eh bien, elles ne peuvent avoir le statut de preuve que si l'on accepte d'ores et déjà, a priori, une version essentialisme du dimorphisme sexuel. C'est-à-dire si on considère que la différence sexuelle, c'est entre deux sexes, c'est une vérité factuelle ou conceptuelle, qui n'a pourtant pas d'autre justification que d'être soutenue culturellement, parce que d'autres féministes ont appelé l'hétéronormativité ou l'hétérosexualité obligatoire. C'est-à-dire que les études en question, en endocrinologie, sont menées dans les années 70 et 80, d'après la présupposition d'arrière-plan, selon laquelle il existe 2 sexes biologiques seulement, essentiellement différents et complémentaires. Et au pire, ces études ne font que refléter des stéréotypes de genre et l'idée que la domination masculine est inévitable, naturelle. Au mieux, c'est-à-dire que lorsque les données, les recherches empiriques sont solidement établies, eh bien, ces études conduisent à écarter a priori la pertinence de classifications alternatives. La thèse d'un continuum de variation dans la sexuation biologique, échappant à la bicatégorisation de genre, n'a aucune chance d'être examinée, et encore moins empiriquement validée, comme elle le sera pourtant au début des années 90 par la biologiste Anne Fausto-Sterling. Alors, tous ces exemples montrent que la séparation et l'indépendance des valeurs non épistémiques et des valeurs épistémiques, qui est censée garantir la neutralité des processus cognitifs de recherche et de leurs résultats, eh bien, elle n'est guère tenable. Leur articulation et leur interpénétration est beaucoup plus plausible. On pourrait néanmoins se dire que, à défaut de pouvoir éradiquer l'influence des valeurs contextuelles, il faudrait s'efforcer d'au moins la minimiser. Puisque, après tout, tous ces exemples sont des exemples dans lesquels des valeurs, androcentrées, sexistes ou hétéronormatives biaisent la recherche en générant, sinon de la mauvaise science, du moins une science moins bonne qu'elle pourrait l'être si ces valeurs n'étaient pas opératoires. Et donc, si on généralise à partir de ces cas, eh bien, on peut être tenté de considérer que les valeurs contextuelles, lorsqu'elles ne restent pas à leur place externe à la science, sont épistémiquement mauvaises,
ou en tout cas limitantes, ce sont des entraves à l'objectivité. L'épistémologie féministe, en fait, oppose à cette tentative de sauvegarde de l'idéal de neutralité. En gros, c'est très compliqué d'être neutre, mais il faut quand même s'efforcer, voilà, de l'être. Elle oppose à cette tentative de sauvegarde de la neutralité 2 arguments. D'une part, le fait que l'identification et la correction des biais là, que je vous ai présentés n'auraient pas été possibles si elles n'avaient pas été motivées par des valeurs féministes, donc sans un parti pris pour l'émancipation des femmes, eh bien ce fait suggère au contraire que la science pourrait bel et bien procéder d'après des jugements de valeur contextuels, sans pour autant être prise en défaut d'objectivité. Puisqu'ici, l'influence de valeurs contextuelles sur la pratique scientifique s'avère en fait épistémiquement productive plutôt que nuisible, favorable au développement d'une science plus objective, au point de recommander qu'on cultive en fait cette influence plutôt que de chercher à l'éradiquer. Deuxième argument, c'est que le risque de mauvaise science imputé à l'influence de valeurs contextuelles n'est peut-être pas inhérent au fait qu'elle soit contextuelle plutôt qu'épistémique. Le problème, c'est plutôt que cette influence peut être tantôt légitime, tantôt illégitime. Et elle est illégitime lorsque les valeurs en question sont d'une part injustifiées, voire fausses, et lorsqu'elles orientent l'enquête vers une conclusion prédéterminée à l'avance. Autrement dit, les valeurs contextuelles sont illégitimes lorsqu'elles sont dogmatiques. Mais les jugements de valeur ne sont pas dogmatiques par définition. Non révisables, car imperméables au doute et à la critique, les jugements de valeur, ce ne sont pas des actes de foi qui échapperaient à l'exercice de la rationalité. On a tous l'occasion de remettre en cause nos propres jugements de valeur. Donc la crainte que l'abandon de la neutralité implique de renoncer à l'objectivité vient alors d'une compréhension inadéquate des jugements de valeur contextuels, systématiquement rangés dans la catégorie des biais qui en science est négativement marquée. Pour l'épistémologie féministe, un biais peut au contraire constituer une ressource dans la quête de connaissances objectives. L'exemple d'une recherche féministe sur le divorce qui a été effectuée dans les années 90 et qui est analysée à nouveau par Anderson, que j'ai déjà cité, c'est une recherche donc correspond à l'ouvrage Separating Together là, qui est délibérément conçu en rupture avec les valeurs présupposées dans les recherches antérieures sur le divorce, qui sont les valeurs de la famille traditionnelle. Un homme, une femme, mariés pour la vie, vivant sous le même toit et élevant leurs enfants biologiques. Dans ce modèle-là, les rôles d'époux et de parents sont indissociables. Alors, j'aurais peut-être remarqué le logo là, qui en fait est emprunté à la Manif pour tous, mais c'est cette même conception de la famille qui a longtemps empêché la reconnaissance institutionnelle des familles homoparentales, par exemple, ou retardé en France l'accès à la PMA, voilà pour les couples de femmes. Le problème du divorce dans cette perspective est qu'en séparant les 2 rôles, de parents et d'époux, il brise la famille, en portant atteinte aux enfants, aux intérêts des enfants au premier chef, mais aussi à ceux des femmes, dont le statut social et économique a longtemps été, et est encore souvent, dépendant de leur inscription dans ce modèle familial, bien davantage en fait que le statut des hommes. La recherche menée par l'équipe de Stewart est sceptique à l'égard de cette façon de poser le problème. Pourquoi évaluer les effets du divorce à l'aune des écarts qu'il entraîne par rapport à la famille traditionnelle ? Alors, sans même parler du fait que la comparaison du bien-être des familles avec et sans divorce est en fait compliquée, on réduit ainsi en amont la possibilité de trouver des effets positifs au divorce, notamment qu'il puisse ouvrir des possibilités d'épanouissement individuel et pas seulement signifier une perte. Cette hypothèse alternative, elle impose à l'enquête plusieurs contraintes méthodologiques. Une étude longitudinale plutôt que transversale, un recrutement de l'échantillon au-delà du public des consultations psychologiques, où on retrouve que les gens qui vont pas bien, et l'inclusion dans les données des ressentis et des interprétations des premières concernées, en sus de phénomènes dits objectifs comme les revenus, la santé physique ou le comportement des enfants. J'ai bien dit objectifs. Cette hypothèse n'est cependant envisageable que si l'on considère que le divorce ne brise pas la famille mais la transforme. Donc si l'on considère que les formes familiales déviantes par rapport à la famille traditionnelle n'en sont pas moins légitimes, ce qui est très clairement un jugement de valeur. Et la façon dont ce jugement de valeur est rendu opératoire dans la recherche en question, qui se donne les moyens de mettre à l'épreuve en fait cette idée, échappe à tout dogmatisme. Que devient l'objectivité lorsque, comme l'épistémologie féministe nous invite à le faire, on renonce pleinement et définitivement à l'idéal de neutralité, parce qu'il nous donne une image illusoire de la science, mais aussi parce qu'il nous donne une image préjudiciable au monde qu'elle prétend connaître.
La première chose à retenir, c'est que cette objectivité n'est pas sacrifiée, ne disparaît pas, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Reconnaître que la science ne peut pas procéder indépendamment de tout ancrage socio-culturel, donc de la mobilisation de valeurs contextuelles, reconnaître qu'elle parle toujours de quelque part et non pas de nulle part, si bien que les savoirs qu'elle produit sont toujours engagés. Cela n'implique pas de renoncer à produire des descriptions ou des traductions fidèles du monde, irréductibles aux intérêts et aux désirs de celles et ceux qui les produisent. Donc, contrairement à ce que peut laisser penser la reconceptualisation des biais en termes de point de vue, comme le fait l'épistémologie féministe, on ne fait aucune concession au relativisme. Un relativisme qui, comme l'écrit Haraway, que j'ai déjà cité, est en fait une façon d'être nulle part tout en prétendant être partout de la même manière, et qui constitue finalement le double parfait du point de vue de nulle part, en ce sens-là, qui anime l'épistémologie traditionnelle. La neutralité est en effet rejetée, non pas parce que une science objective serait impossible et qu'il faudrait simplement l'accepter, mais parce que la neutralité ne permet pas, selon l'expression d'une autre philosophe qui est Sandra Harding, de maximiser l'objectivité que nous sommes en droit d'attendre de la science, dont elle est capable et qui la distingue d'autres productions discursives. En gros, nous gagnons d'autant plus en objectivité que l'on renonce à la neutralité. Deuxième point, l'objectivité recherchée est cependant reconfigurée, puisqu'elle ne s'obtient plus en cherchant à faire abstraction des déterminations sociales et subjectives impliquées dans la production du savoir, donc contre elle, mais depuis et avec ces déterminations. Pour que la science puisse légitimement se prétendre objective, il faut donc tenir compte des valeurs non épistémiques ou contextuelles qui interviennent à toutes les étapes de la recherche pour pouvoir les rendre épistémiquement fécondes ou vertueuses. Comment est-ce possible ? Alors globalement, les épistémologies féministes, alors en fait il y en a plusieurs, et il y a des divergences notables entre elles, mais je vous les ai présentées aujourd'hui d'une façon œcuménique, volontairement. Globalement, les épistémologies féministes se retrouvent autour de trois conditions. En premier lieu, il faut s'efforcer de rendre ces valeurs transparentes, de les mettre sur la table, ce qui suppose que les chercheurs et les chercheuses s'engagent dans une démarche d'auto-réflexivité. Dans les termes de Sandra Harding encore, le sujet de la connaissance, l'individu et la communauté sociale dont il fait partie, doit être considéré par la méthode scientifique comme une partie de l'objet de la connaissance. En second lieu, ces valeurs contextuelles doivent pouvoir être soumises, non moins que les hypothèses et les théories qu'elles orientent et alimentent, à une critique. Critique qui ne doit pas seulement être tolérée, mais activement encouragée au sein de la communauté scientifique elle-même. C'est la condition pour que l'influence de ces valeurs soit contrôlée, mais aussi pour que la science échappe au conservatisme. Alors, comme l'écrit Hélène Longino, une critique efficace, c'est en principe une critique qui ne laisse pas les choses telles qu'elles sont, mais qui appelle et qui entraîne une transformation des valeurs en cause et des modes d'enquête qui leur correspondent. La critique a évidemment peu de chances de s'épanouir dans un milieu homogène et fermé sur lui-même, d'où une troisième condition. L'objectivité requiert non pas de transcender, mais de multiplier les points de vue, et en particulier que les points de vue alternatifs aux points de vue dominants, traditionnellement déconsidérés ou ignorés en tant que source possible de connaissances, puissent s'exprimer et être entendus. Bon, il y a en effet de bonnes raisons de penser que les vies que Harding appelle marginalisées, ou les vies assujetties dans les termes de Donna Haraway, par les communautés scientifiques, non moins que par le reste de la société, soient plus susceptibles que les autres d'exposer le caractère partial et partiel, donc discutable, des valeurs et des hypothèses auxquelles les communautés scientifiques adhèrent. Ces trois conditions font de l'objectivité le produit non pas d'une attitude de détachement ou de distanciation à l'égard de l'objet de la connaissance, mais le produit d'une construction sociale toujours perfectible. Dernier point, l'objectivité affranchie de la neutralité devient une objectivité responsable. En plusieurs sens, la communauté scientifique doit répondre aux critiques qui lui sont adressées, elle doit rendre des comptes sur ses postulats, ses pratiques, leurs conséquences, et elle est obligée envers la société qui lui accorde sa confiance et dont elle est tributaire. Alors ici, on retrouve en fait l'importance de la valeur instrumentale de la science, mise en évidence par le COMETS, à cette différence près que l'épistémologie féministe, qui est hautement avertie des rapports de pouvoir qui structurent la société, et dont la science est partie prenante, oriente cette valeur instrumentale au service de celles et ceux qui occupent dans la société les positions les plus subordonnées. L'objectivité s'avère ainsi être une affaire morale et politique tout autant qu'épistémologique.
Alors, la responsabilité dont elle est solidaire, qui échoit aux scientifiques comme à d'autres, mais vous connaissez sans doute l'adage « with great powers come great responsibilities ». Les scientifiques ont beaucoup de pouvoir, peut-être pas individuellement, mais la science en tant qu'institution. Cette responsabilité, elle n'est pas seulement, ni même principalement individuelle, directe et rétrospective. Il faudrait, être comptable des erreurs que chacun d'entre nous aurions fait ou pourrions commettre. C'est une responsabilité surtout partagée, indirecte et prospective, puisqu'elle demande de s'engager dans une action collective de transformation du monde. Je trouve on trouve une très bonne, explicitation de cette notion-là de responsabilité chez une autre philosophe féministe qui n'est pas du tout citée en philosophie des sciences généralement, mais qui, je trouve, est peut-être une des plus pertinentes pour comprendre en quoi quel est le type de responsabilité qui échoit aux scientifiques. Et son propos, en fait, se transfère aisément à des enjeux environnementaux. Donc je termine en la lisant. Les individus portent une responsabilité dans l'injustice structurelle car ils contribuent par leurs actions à des processus qui produisent des résultats injustes. Nos responsabilités dérivent du fait que nous appartenons avec d'autres à un système de processus interdépendants de coopération et de compétition, à travers lesquels nous cherchons à satisfaire nos intérêts et réaliser nos projets. Même si nous ne pouvons pas remonter, suivant une chaîne causale directe, des résultats que nous sommes susceptibles de regretter à nos propres actions particulières, nous sommes responsables car nous sommes partie prenante du processus. Et dans ce schéma de coopération sociale, chacun de nous s'attend à être traité justement et les autres peuvent légitimement nous demander réparation. La responsabilité en relation à l'injustice dérive ainsi de notre participation aux divers processus institutionnels qui produisent de l'injustice structurelle. Encore une fois, on peut déplacer, et c'est pas forcément seulement ici les injustices, sociales qui sont en cause. Je pense y compris aux enjeux environnementaux, même si le lien peut se faire parce qu'on sait très bien que la crise écologique touche davantage certaines personnes et certains groupes de personnes, que d'autres, et qu'elle génère aussi et alimente les injustices existantes. Je m'arrête là. J'ai été un peu longue, mais merci de m'avoir attentivement écoutée. Merci beaucoup. Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio. Le lien est en description.